Alors salut tout le monde, c'est encore Dr Soirée Mamadou et cette fois-ci je veux vous parler toujours des pathologies au niveau du système endocrinien et l'organe qui va nous intéresser c'est les surrénales. Comme vous pouvez le voir ici en rose, les deux organes qui sont juste là, ça on les appelle les glandes surrénales. Alors ces glandes surrénales produisent des hormones et je veux d'abord vous parler de pathologie au niveau du cortex surrénal. Parce que le surrénal, c'est comme deux entités en une seule glande. Donc, nous avons la médulle surrénale et nous avons aussi le cortex surrénal. Mais on va parler plus tard de la médulle surrénale. Et maintenant, on va commencer à parler du cortex surrénal. Au niveau du cortex surrénal, nous avons trois parties. Nous avons une zone glomérulaire, nous avons une zone fasciculaire et nous avons une zone réticulaire. Au niveau de la zone glomérulaire, il y a surtout la production des minéralocorticoïdes. Et l'hormone qui contrôle cette production est appelée l'aldostérone. Au niveau de la zone fasciculaire, nous avons la production de ce qu'on appelle du glycocorticoïde. L'hormone qui assure cette production, c'est le cortisol. Et au niveau de la zone réticulaire, finalement, nous avons, n'est-ce pas, la production des sexstéroïdes, alors, c'est-à-dire des stéroïdes sexuels, et l'hormone qui assure là-bas, ce sont les androgènes. Alors, on va surtout parler des pathologies à ce niveau. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la glande surrénale, qu'est-ce qui va se passer? Et la première pathologie que nous allons commencer, ça sera, n'est-ce pas, comment on appelle, une hypersécrétion du cortisol, qu'on appelle le syndrome de Cushing ou encore l'hypercortisolisme. Alors, l'hypercortisolisme, on sait que le cortisol va dégrader, n'est-ce pas, le muscle et pour la gluconéogenèse. Alors, lorsque le muscle est dégradé, c'est-à-dire les protéines musculaires est dégradée pour la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse des nouvelles molécules de sucre, cela va affaiblir, n'est-ce pas, le muscle. Et on va aussi noter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une faiblesse musculaire grâce à cette dégradation musculaire, mais nous allons aussi noter une répartition anormale de la graisse dans le corps. Et vous allez voir que c'est des patients qui vont se présenter avec ce qu'on appelle une distribution fascio-tronculaire. C'est-à-dire, vous allez voir au niveau du visage, vous allez voir un visage arrondi, vous allez voir un cou qui est large, vous allez voir ce qu'on appelle bosse de bisson qui se trouve au niveau, n'est-ce pas, du cou de ces patients-là. Et vous allez aussi noter des problèmes au niveau cutané. Alors, vous allez avoir une amyotrophie au niveau, n'est-ce pas, des extrémités. Et l'amyotrophie, c'est juste dû, n'est-ce pas, à cette destruction musculaire de ces patients-là. Et vous allez avoir aussi une asthénie, n'est-ce pas, qui est très très intense chez ces patients. Alors, je parlais tantôt de problèmes cutanés. Au niveau de la peau, vous allez avoir une peau qui est amincie, qui est échymotique aussi, avec des tendances à l'infection. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a des striations qu'on appelle des striations abdominales au niveau abdominal, n'est-ce pas, c'est des traits qui sont au niveau abdominal qui peuvent apparaître aussi partout où la graisse peut s'accumuler chez ces patients-là. Et la raison pour laquelle il y a les striations, c'est parce que le cortisol va empêcher la synthèse de ce qu'on appelle du collagène. Donc, on sait que le collagène est vraiment très très important, n'est-ce pas, pour maintenir les vaisseaux sanguins. Alors, s'il y a peu de collagène, les vaisseaux sanguins seront affaiblis et ils peuvent se rompre. Et lorsque ces vaisseaux sanguins se rompent, c'est ce qui va donner ces traces-là qu'on appelle les striations au niveau abdominal de ces patients. Alors, on peut noter aussi l'hypertension. Et l'hypertension, c'est que le cortisol a cette tendance d'augmenter, n'est-ce pas, et l'activité des récepteurs alpha au niveau des artérioles. Et les récepteurs alpha qui sont au niveau des artérioles, c'est des récepteurs qui répondent pour la plupart du temps, n'est-ce pas, à l'adrénaline ou à la non-adrénaline. Alors, lorsqu'il y a du cortisol,
cela va entraîner une production intense, n'est-ce pas, de la non-adrénaline qui va agir sur les récepteurs et qui va, n'est-ce pas, modifier la tonicité, n'est-ce pas, de ces vaisseaux. Alors, cette hypertonique, c'est-à-dire ces vaisseaux qui deviennent hypertoniques, voilà des vaisseaux qui vont se contracter et cela va augmenter, n'est-ce pas, la tension artérielle chez ces patients-là. Alors, nous avons aussi le cortisol, on connaît aussi que le cortisol a un rôle dans l'immunosuppression, c'est-à-dire on dit que le cortisol est un immunosuppresseur. Alors, la raison pour laquelle le cortisol est un immunosuppresseur, il y a trois raisons principales. Nous avons d'abord le cortisol qui va supprimer ce qu'on appelle les phospholipases A2. Et ces phospholipases A2, leur rôle, c'est surtout, ils participent à la synthèse de l'acide arachnoïde. Donc en supprimant les phospholipases A2, donc le cortisol devient une hormone, n'est-ce pas, immunosuppressant. Mais aussi, le cortisol, en deuxième position, va inhiber la synthèse de ce qu'on appelle l'interleukine 2. Et l'interleukine 2 est très important pour la maturation des lymphocytes. Donc, des lymphocytes immatures à cause de l'excès de production de cortisol peut amener aussi le patient en état d'immunosuppression ou encore d'immunodépression. Alors, vous allez avoir en troisième position, le cortisol va inhiber la libération de l'histamine. Et quel est le rôle de l'histamine? L'histamine joue un rôle dans la vasodilatation. Et lorsque les vaisseaux ne peuvent pas se dilater, cela peut entraîner, n'est-ce pas, un problème avec la perméabilité au niveau des vaisseaux. C'est pourquoi quand vous allez voir ces patients qui sont atteints du syndrome de Cushing, il y a un retard, n'est-ce pas, il y a soit un retard ou bien un problème avec, n'est-ce pas, la guérison des plaies de ces patients-là à cause de l'hypersécrétion, n'est-ce pas, du cortisol. Alors le diagnostic sur ces patients est basé sur les urines de 24 heures. Lorsque vous prélevez des urines de 24 heures et vous allez au laboratoire, vous allez constater que le taux de cholestérol et de cortisol est très élevé, n'est-ce pas, dans les urines. Et les causes, ça peut être d'abord une corticothérapie. Lorsque vous donnez beaucoup de corticoïdes en traitement, on appelle ça du corticostéroïde exogène, mais aussi il y a ce qu'on appelle un adénome primaire au niveau de la surrénale. En cas d'adénome de la glande surrénale, les problèmes peuvent se causer. Et pour l'adénome au niveau de la glande surrénale, ça peut être un adénome d'hypersécrétion de l'ACTH ou encore ça peut être un cancer. Alors, pour faire la différence entre les deux, généralement il faut faire le test de freination de dexaméthasone. Lorsque vous donnez du dexaméthasone, lorsque ce n'est pas un cancer, le problème va être résolu parce que le dexaméthasone va empêcher l'hypersécrétion, n'est-ce pas, de l'ACTH. Mais lorsque c'est un cancer, les cellules cancéreuses ne répondent à personne, même pas au dexaméthasone. Donc la tumeur va continuer à produire malgré, n'est-ce pas, l'injection de dexaméthasone. Alors, la prochaine pathologie que nous allons entamer ici, c'est l'hyperaldostéronisme. Alors, je vais donner un principe général et on va donner un exemple, n'est-ce pas, de l'hyperaldostéronisme primaire. Alors, l'hyperaldostéronisme, il y a un excès de production, n'est-ce pas, de l'aldostérone. Par contre, l'aldostérone, n'est-ce pas, agit sur la portion distale des tubes collecteurs au niveau des reins. Il y a deux cellules au niveau des tubes collecteurs de reins. On appelle les cellules principales, il y a aussi les cellules intercalées alpha. Lorsque l'aldostérone agit sur les cellules principales, leur rôle c'est surtout d'exchanger du potassium, n'est-ce pas, contre du sodium. C'est-à-dire leur rôle c'est de retenir du sodium. Et lorsque vous retenez du sodium, en contrepartie, vous allez libérer du potassium dans les urines. Alors, lorsque l'aldostérone est libéré et agit sur ces deux cellules-là, vous allez voir qu'il y aura une rétention, n'est-ce pas, de sel, ce qui va causer une hypernatrémie, mais aussi, on sait que partout le sel est retenu, il y a l'eau aussi qui est retenue. Donc, il y aura aussi une hypertension parce qu'il y aura un volume très important de sel et d'eau, n'est-ce pas, dans les vaisseaux. Alors, il y aura une hypokaliémie. Et
l'hypocalémie, comme on a dit qu'il y a un échange, donc il y a beaucoup plus de sel qui est retenu, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de potassium qui est rejeté dans les urines. Cela va, n'est-ce pas, expliquer l'hypocalémie à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle aussi une alcalose métabolique. Alors, l'alcalose métabolique, parce que nous avons dit que il y a deux cellules au niveau des tubes collecteurs des reins. Les premières cellules, c'est les cellules principales, et les secondes cellules, c'est surtout les cellules intercalées alpha. Et ces cellules intercalées alpha, leur rôle, c'est d'envoyer des ions hydrogène, n'est-ce pas, dans les urines. Alors, souvent, on sait qu'on a besoin des ions hydrogène pour balancer l'équilibre acido-basique. Alors, lorsqu'il y a une hypersécrétion d'aldostérone, les cellules intercalaires ne font que jeter, n'est-ce pas, l'hydrogène dans les ions d'hydrogène dans les urines. Et cela va diminuer le taux sanguin d'hydrogène et cela va causer un métabolique, une alcalose métabolique. Et le syndrome de Cohn, c'est un exemple, en fait, ce n'est pas une pathologie à part, mais c'est un exemple de l'hyperaldostéronisme. C'est pourquoi on l'appelle l'hyperaldostéronisme primaire ou encore syndrome de Cohn. Ici, l'accent est mis sur un adénome au niveau de la glande surrénale. C'est-à-dire, on connaît le problème se localise au niveau, n'est-ce pas, de la glande surrénale. Alors, ici, c'est rarement dû, n'est-ce pas, à des cancers, mais la plupart du temps, il y a une augmentation du taux sanguin d'aldostérone. Mais comprenez ici qu'il y a une augmentation du taux sanguin d'aldostérone, mais sans augmentation, n'est-ce pas, de la rénine. Et ça, c'est très important parce que ça va faire la différence lorsqu'on va parler de l'hyperaldostéronisme secondaire. Alors, ici, cette augmentation, n'est-ce pas, du taux de l'aldostérone va augmenter, n'est-ce pas, l'absorption du sodium toujours. Et lorsqu'il y a plus d'absorption du sodium, c'est-à-dire la rétention du sodium, il y aura toujours une rétention d'eau. Cela va augmenter l'hypertension artérielle. Si c'est ces patients, il n'y aura pas d'œdème. Il n'y aura pas d'œdème parce que le taux de rénine est très bas, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir, les malades peuvent se présenter avec ce qu'on appelle des crampes, encore des faiblesses musculaires, des paresthésies, ou encore des crises tétaniformes aussi. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome de polyurodipsie, c'est-à-dire le malade peut se présenter avec une polyurie ou une polydipsie. Et ce que je disais tantôt, comparativement par exemple à l'hyperaldostéronisme secondaire, nous avons l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Cette fois-ci, il y a non seulement une augmentation du taux d'aldostérone, mais il y a aussi une augmentation du taux de la rénine. Parce que le problème, ce n'est pas seulement au niveau, le problème ne se situe pas au niveau de la glande surrénale, mais cette fois-ci, le problème se situe au niveau supérieur. La différence, c'est que c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On sait que l'hyperaldostéronisme, il y a un taux élevé d'aldostérone. Alors, ici, dans ce cas, nous avons ce qu'on appelle l'angiotensine. L'angiotensine est une hormone qui est sécrétée au niveau du foie et envoyée au niveau des reins. Et les reins vont convertir l'angiotensinogène, je veux dire, en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 est envoyée au niveau du poumon. Et au niveau du poumon, il y a une enzyme qu'on appelle l'enzyme de conversion. Cette enzyme de conversion va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Le rôle de l'angiotensine 2, c'est quoi? C'est la vasoconstriction. Mais ici, le rôle de l'angiotensine 2, c'est de revenir au niveau de la surrénale et de libérer, n'est-ce pas, de l'aldostérone. Alors, c'est pourquoi vous allez avoir le taux d'aldostérone qui va être très élevé, mais aussi au niveau de celui de l'appareil juxtaglomérulaire au niveau des reins. C'est celui-là qui sécrète la rénine. Alors, il va agir non seulement il va agir sur la surrénale pour sécréter l'aldostérone, il va aussi agir aussi sur l'appareil juxtaglomérulaire pour sécréter la rénine. C'est pourquoi le taux de la rénine et le taux de l'aldostérone seront très très élevés. Et voilà des malades qui peuvent se présenter cette fois-ci avec des œdèmes parce que tout simplement la rétention sodée et la rétention d'eau qui sera tellement élevée qu'il y aura des fuites sodées
du fluide d'eau au niveau du milieu interstitiel. C'est ce qui va causer l'édème chez ces patients-là. Je veux vous parler aussi de ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale de la surrénale. Et dans ce cas particulier, il y a ce qu'on appelle une déficience en 21 hydroxylase, une déficience en 21 hydroxylase. Alors 21 hydroxylase, voilà des enzymes qui se trouvent au niveau, n'est-ce pas, des glandes surrénales. Alors je veux vraiment, pour faciliter la compréhension ici, je veux vous expliquer un peu. Au niveau de la surrénale, le cholestérol est pris et est converti en glucocorticoïdes, en minéralocorticoïdes et aussi en sex stéroïdes. Alors, ces trois phases-là se font selon trois différents enzymes. Il y a ce qu'on appelle le 17 hydroxylase, il y a ce qu'on appelle le 21 hydroxylase, il y a aussi ce qu'on appelle le 11, c'est-à-dire le 11 hydroxylase. Alors, leur rôle, vous allez le comprendre lorsque je vais commencer à parler de leur absence. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? En cas d'absence de 21, c'est-à-dire de 21 hydroxylase, il y aura une sécrétion accrue des hormones sexuelles. Et vous allez voir des petites filles qui vont se présenter avec une augmentation de la taille des clitoris. Parce que c'est dû à une augmentation accrue, n'est-ce pas, de la sécrétion d'androgènes. Parce que les 21 hydroxylase n'est pas là pour convertir en d'autres produits tels que les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. Il y a seulement les androgènes qui sont sécrétés à ce niveau. Et au niveau du garçon, vous allez aussi avoir une puberté précoce qui peut se passer, n'est-ce pas, sur le petit garçon. Mais ici, il faut noter qu'il y a une hyponatrémie. Hyponatrémie parce que nous avons dit qu'il y a une déficience de production de 21 hydroxylase. Alors cette déficience de production va entraîner une déficience de production de cortisol. Et on connaît le rôle du cortisol. Le cortisol permet, n'est-ce pas, de maintenir la tonicité, n'est-ce pas, des vaisseaux. Alors lorsque cette tonicité n'est pas maintenue au niveau des vaisseaux, cela peut nous donner, n'est-ce pas, une hypotension chez ces patients-là. Alors on peut avoir aussi l'hypovolémie parce qu'il n'y a pas d'aldostérone pour pouvoir retenir les sels. Alors lorsque les sels ne sont pas retenus, l'eau n'est pas retenue non plus. Donc ça veut dire que les patients vont se présenter avec une hypotension. Alors, je veux spécifiquement parler maintenant de l'absence de 21 hydroxylase. L'absence de 21 hydroxylase, les conséquences vont être, il n'y aura pas de production de minéralocorticoïdes, il n'y aura pas de production de cortisol. Et l'absence de 11, ce qu'on appelle les 11 hydroxylase, cela va empêcher aussi, n'est-ce pas, la production d'aldostérone et va aussi empêcher la production de cholestérol. Même si il y aura seulement, comme on appelle, une hypocalémie qui va se passer chez ces patients-là. Et l'absence de 17 hydroxylase va entraîner encore une non-production, n'est-ce pas, de cortisol. Mais cette fois-ci, il y aura une sécrétion, c'est-à-dire il y aura un accès de sécrétion des minéralocorticoïdes. Alors, dans chaque étape, vous avez vu qu'il y a le cortisol qui n'est pas produit. Et c'est ce qui va expliquer tous les signes chez ces patients-là. Parce que lorsque le cortisol n'est pas produit, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va penser que c'est l'hypophyse qui n'est pas en train de jouer son rôle. Et va stimuler l'hypophyse à sécréter de l'ACTH. Et cet ACTH va venir au niveau de la peau, parce qu'il ne peut pas agir sur les glandes surrénales. Et il va venir au niveau de la peau, il va agir sur les mélanocytes et il va les stimuler. Les mélanocytes vont produire des pigments. Des pigments, c'est des pigments noirâtres qui vont se retrouver au niveau de la peau de ces patients-là. Alors, la prochaine pathologie que nous allons commencer, c'est l'insuffisance surrénale. Alors, au niveau de l'insuffisance surrénale, il faut comprendre qu'il peut y avoir une insuffisance surrénalienne aiguë, il peut y avoir une insuffisance surrénalienne chronique. Alors, lorsque l'insuffisance surrénalienne est aiguë, pour la plupart des temps, les patients vont se présenter avec des infections à Neisseria meningitidis surtout. Alors, et il y a ce qu'on appelle Waterhouse-Friderichsen syndrome, qui est une hémorragie, n'est-ce pas, ou encore une nécrose au niveau, n'est-ce pas, des glandes surrénales. Alors, par contre, en cas d'insuffisance surrénalienne chronique,
il y a une destruction progressive, n'est-ce pas, des glandes. Et cela va causer ce qu'on appelle la maladie d'Addison. Alors, pour comprendre la maladie d'Addison, d'abord comprenez que les deux glandes surrénales sont détruites. La plupart du temps, cette destruction est due, n'est-ce pas, à la tuberculose dans la plupart des pays en voie de développement. Alors qu'en Occident, c'est-à-dire ici aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, dans la plupart des temps, la cause c'est surtout auto-immune. C'est-à-dire c'est les cellules immunitaires même qui vont attaquer les glandes surrénales et vont les détruire. Donc ça c'est très important à noter. Et sur le plan clinique, vous allez avoir une asthénie d'effort et aussi des malades qui vont être, il y aura un amaigrissement chez ces malades-là aussi. Alors, cliniquement, ce qui est très important, c'est surtout l'hypotension. Et on a dit, pourquoi l'hypotension? Parce qu'il y a une insuffisance de production des hormones. Et l'hormone qui est responsable, n'est-ce pas, de la tonicité au niveau des vaisseaux, c'est le cortisol. Donc pas de cortisol, pas de maintien de tonicité au niveau des vaisseaux. Cela va expliquer l'hypotension. Alors il y a l'hyponatrémie encore, on a dit, parce que l'aldostérone est là, son rôle c'est de maintenir le sel. Donc pas d'aldostérone, pas de maintien de sel. C'est pourquoi il y aura une hyponatrémie. L'hypovolémie, on a dit que l'eau suit toujours le sel. Donc pas de sel, pas d'eau. Donc l'hypovolémie, c'est ces malades-là. Alors on a aussi dit que il y aura une hypercalémie. Hypercalémie cette fois-ci parce que les reins ne font pas leur rôle. C'est-à-dire exchanger par exemple du sodium contre du potassium. Ce rôle-là n'est pas maintenu. Donc il y aura plus de potassium qui va s'accumuler, n'est-ce pas, dans le sang. Alors, il y aura une hyperpigmentation aussi parce que le cerveau va penser que le problème c'est au niveau de l'hypophyse. Il va demander à l'hypophyse de sécréter beaucoup plus d'ACTH et l'ACTH va venir s'accumuler au niveau de la peau et va entraîner les mélanocytes à sécréter des pigments qu'on appelle les pigments noirâtres qui seront au niveau, n'est-ce pas, de la peau de ces patients-là. Alors, quelque chose de très important avant de finir avec cette partie, c'est que le cancer du poumon aime toujours aller se localiser au niveau, n'est-ce pas, des glandes surrénales. Ça, c'est très important. Alors, après ça, je veux parler maintenant de l'insuffisance surrénale secondaire, c'est-à-dire le problème n'est plus au niveau de la glande surrénale, mais cette fois-ci le problème c'est au niveau de l'hypophyse. Alors ici, il faut tout simplement comprendre qu'il y a une carence à la production de l'ACTH. Ce n'est plus les carences en la production de l'aldostérone, du cortisol ou encore des androgènes. Non, le problème maintenant c'est lié, n'est-ce pas, à l'ACTH. C'est-à-dire le problème se situe au niveau supérieur. Alors, et cette absence de production de l'ACTH va se manifester sur le patient. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en cas d'insuffisance surrénalienne, nous avons l'ACTH qui est sécrété en grande quantité qui va venir au niveau de la peau et va donner cette coloration de la peau, n'est-ce pas? Et cette pigmentation à la peau. Mais cette fois-ci, parce que l'ACTH n'est pas produit, il n'y aura pas d'ACTH qui va venir stimuler les mélanocytes. Donc les mélanocytes ne vont pas sécréter cette pigmentation. Il y aura au contraire une dépigmentation de la peau en cas d'insuffisance surrénalienne, mais d'origine hypophysaire. Lorsqu'on fait un test de synactène, lorsque vous donnez un test de synactène, le test va être positif ici, parce que le problème c'est la production de l'ACTH. Alors que dans l'autre cas, le test sera négatif parce que le problème n'est pas lié du tout à l'ACTH. Alors, pour le traitement, d'abord les causes. Et les causes, ici, ça peut être les tumeurs au niveau de l'hypophyse, ça peut être aussi une nécrose au niveau de l'hypophyse, ça peut être aussi une hypophysectomie lors d'une chirurgie. Et le traitement, c'est le traitement à vie. Il faut remplacer les hormones qui sont absentes. Et il faut le faire de façon continuelle. Et le seul conseil que je veux vous donner ici, c'est qu'en cas d'insuffisance surrénalienne, il ne faut jamais mettre le malade en régime sans sel. Parce que le malade a besoin de sel. Parce qu'il n'y aura pas de rétention de sel parce que les hormones ne sont pas produites à ce niveau. Donc ne mettez pas un malade qui a une insuffisance surrénalienne en régime sans sel. Et la prochaine vidéo, ce sera les pathologies au niveau de la médulo-surrénale.